Dès son nom scientifique Pan paniscus, le bonobo ou chimpanzé né est l'un des animaux emblématiques de la faune congolaise. Madame, monsieur, vous l'avez compris, vous êtes dans la Minute Écolo et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'Olaya Bonobo ou encore le Paradis des Bonobos, qui est un parc en plein milieu de Kinshasa qui travaille dans la réhabilitation des bonobos. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis avec ma consoeur qui sera mon binôme aujourd'hui, Julia Koussola, que vous êtes maintenant habitués de voir, et toute l'équipe des Tech Environnement et Tech Média. Nous serons accompagnés par M. Raphaël Bélé, chargé des opérations animales, et Mme Suzy Kwetenda, qui est chargée du bien-être de bonobos. Alors, allons-y et découvrons ensemble le parc des bonobos ou encore le paradis des bonobos. Sur un focus sur les bonobos, qui fait partie des 4 grands singes qu'on a au monde. Le bonobo, il est là, présent, le chimpanzé, le gorille et les orang-outans. La particularité qu'ont les grands singes, c'est l'absence des queues. Ils ont un cerveau développé, d'où des espèces intelligentes, des animaux qui peuvent utiliser des outils et avoir la capacité d'imiter. Et ils ont une organisation sociale très remarquable et différente les uns des autres. Les bonobos, essentiellement, son nom scientifique, c'est Pan paniscus. Son cousin, le chimpanzé, avec qui ils sont très rapprochés, c'est les Pan troglodytes. Et vous avez le gorilla, il y en a 2 sortes, de montagnes et des plaines. Vous avez le gorilla berengay. Et lui, particulièrement, l'orang-outan, Pongo pygmaeus, lui, il est spécifique du continent asiatique. Et on ne le trouve que dans 2 îles, Bornéo et Sumatra. La RDC reste le seul pays africain à avoir en même temps les 3 grands singes ensemble, étant donné que le 4e, rien à voir avec l'Afrique. Voilà. Alors, notre motivation part par le fait que la conservation commence par l'éducation, comme c'est écrit, c'est notre devise de travail. Nous essayons de sensibiliser un large public en commençant par les plus jeunes, la jeunesse congolaise. Et la jeunesse congolaise est affectée dans les écoles. Dès les bas âges de la maternelle, dès la phase débutante, jusqu'au niveau supérieur d'université et tout. Nous recevons normalement un réseau éducatif pour pouvoir enseigner la valeur du bonobo, l'amour de la nature et aussi transformer toutes ces mauvaises habitudes qui rendent les bonobos en danger à travers ce trafic de viande de brousse. J'aimerais qu'on fasse le point sur, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, sur ce trafic-là. C'est quoi le plus grand défi dans la conservation du bonobo? Le plus grand défi dans la conservation du bonobo, c'est l'ignorance. Okay. Parce que, étant donné une espèce qui a été déjà longtemps confondue aux chimpanzés, très mal connue d'ailleurs, c'est une espèce en fait dont les valeurs ne sont pas vraiment vulgarisées. Le bonobo, il faudrait faire comprendre que génétiquement, il est le plus proche cousin de l'homme. Et ça reste un trésor précieux de la forêt congolaise. Étant donné que, de façon géographique, on ne les localise qu'au centre de la cuvette centrale. Dans 6 provinces du pays, l'Équateur, les Bandundu, les 2 Kasaï, ils sont dans une partie du Maniema et au sud de la province orientale. Et vous pouvez remarquer que les bonobos, ayant cet handicap à la nage, ils n'ont pas pu avoir cette dispersion assez étalée sur tous les pays. D'où cette ignorance déjà de vertus, des valeurs, et qui fait que le bonobo est considéré comme n'importe quel gibier, exposé à l'estomac. Et c'est comme ça que l'éducation essaye déjà de toucher les problèmes en amont, et en plus, nous renforçons avec de la conservation pour faire une réhabilitation psychologique pour réparer l'erreur humaine. Parce que l'homme, qui est l'animal le plus dangereux, mange le bonobo. Et il va capturer les bébés pour trafiquer, alors que c'est illégal. Voilà.
Et nous, pour réparer cette erreur humaine, nous avons l'Olaya Bonobo qui est les centres de réadaptation. Et les centres de réhabilitation psychologique. Alors qu'Ekoloya Bonobo, c'est les centres de réadaptation à la vie sauvage. Nous les reconnectons à la vraie vie. C'est quoi l'alternative au bonobo pour les consommateurs des bonobos? L'alternative à cela, c'est déjà essayer d'encourager d'autres activités qui pourraient justement contribuer à la subsistance de l'humain, entre autres l'agriculture, parce que autour de ces forêts, ils ont cette disponibilité d'avoir un sol riche aux cultures. Mais au lieu de se lancer à cela, ils préfèrent recourir qu'à la viande et aux poissons, la seule source. Et vous avez, je vous assure que dans ces milieux, malgré qu'ils font recours à la viande, nous avons un taux de malnutrition très élevé chez les enfants. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne éducation nutritionnelle. Nous essayons d'encourager aussi des bonnes pratiques de pêche. Nous avons des actions sociales, normalement, qui soutiennent le développement de communautés. Évidemment, à part cette locomotive que nous essayons de donner auprès de la population de pouvoir se développer, nous avons aussi une assistance sanitaire qu'on apporte en les soutenant dans les hôpitaux. Nous renforçons justement la santé dans les hôpitaux avec des matériels, avec des médicaments. Nous renforçons les écoles avec du matériel didactique fiable pour la bonne éducation des enfants. Tout ça, vous savez, l'éducation et la santé, c'est la clé du bien-être. Et apporter cela grâce au bonobo, c'est déjà un soulagement. En plus des activités que la population elle-même pourrait se prendre en charge à travers l'agriculture, les bonnes pratiques de pêche. Nous faisons même des renforcements de capacités avec des organisations bien expérimentées pour renforcer notre éducation. Et on ne s'arrête pas là. L'ABC, grâce à ses contacts, essaie d'apporter aussi des soutiens bénévoles à une santé, à des soins gratuits dentaires, d'ophtalmologie. Tout ça, c'est un impact positif pour montrer que les bonobos, c'est une source de développement. Le bonobo, c'est une source de bien-être et de confort. Plutôt que de les manger après un massacre, autant les protéger. Parce qu'après, il y a une disparition, rien que pour dire merci à l'estomac. Oui, Loulou, ça va bien. Voici le paradis de bonobo. Nous avons un grand groupe géré en semi-captivité. Les bonobos se sentent comme dans la nature. Ils ont à leur disposition une forêt d'au moins 35 hectares de superficie où ils ont une connexion directe avec la nature, ce qui leur permet de recycler leur aptitude sauvage et enfin d'être facilement réintroduits dans leur milieu naturel qui est Ekoloya Bonobo. C'est un groupe mixte d'adultes avec des jeunes, un groupe déjà socialement stable et des futurs candidats justement à réintégrer la nature, la liberté. Nous sommes au premier enclos, comme vous pouvez le voir. Il y a des séances de jeux, le groupe attend d'être nourri. Et je crois que c'est déjà le moment. On va se lancer au nourrissage. Ça veut dire que c'est vous qui avez créé le lac? C'est nous qui avons créé ces lacs pour leur donner un confort, qu'ils puissent avoir un rafraîchissement et aussi servir de barrage naturel. Parce que nous avons des enclos, mais aussi l'eau permet quand même de leur donner un paysage plus naturel, plus ouvert. Avez-vous déjà eu des cas de noyade? Les bonobos ne nagent pas. Donc, ils sont intelligents et comme ils ont peur d'aller en profondeur, ils font attention. Ils peuvent aborder l'eau, mais alors, jusqu'à la taille, ils jaugent avec un bâton. Jamais imprudent d'aller n'importe comment. C'est des animaux qui réfléchissent et qui ont l'usage de l'outil. Voilà. On y va? Embarquez en premier. Allez-y. Planning, on va faire le... Hey, tu vas au coin comme ça, au lieu de monter par ici. On sent que c'est une femme de la ville. Oh mon Dieu. Papa Sané, on va nourrir et on va expliquer les bonobos en même temps.
À quelle fréquence est-ce que vous les nourrissez? D'abord, il faut comprendre que les bonobos, ils sont principalement végétariens. Ok. Ils consomment le fruit, les légumes. Et comme le milieu n'est pas naturel, nous sommes obligés de suppléer à différents timings de la journée, en commençant par 7 h le matin. Juste à la sortie, ils trouvent déjà une ressource alimentaire, c'est les légumes qu'on donne. À 9 h, on rajoute un supplément de fruits. C'est des fruits, des légumineuses qu'on essaie de donner. Et après, à 11 h, c'est la papaye qu'on va donner maintenant pour faciliter une bonne digestion. Et à 13 h, ils ont un supplément, c'est vraiment comme un snack. Okay. Un supplément de protéines végétales qu'on prépare sous forme de boulettes avec du sésame, le maïs, les courges en moulu, le haricot qu'on bout en purée, okay, qu'on mélange. Et comme le maïs, tu vois, ça casse un peu, c'est un peu comme un bloc, on rajoute de la farine de froment pour rendre un peu la farine élastique et tendre pour la dégustation. Okay. Donc on prépare cette boulette-là et ça, c'est un complément en protéines végétales. C'est essentiellement composé que de veg protéines. Et à la fin de la journée, à 15 h, on leur donne un bac de fruits multiples. Alors, il y a combien d'animaux et comment vous êtes sûr que tout le monde est nourri? Nous avons une 70aine de bonobos et ils sont répartis déjà par enclos. Nous avons 3 enclos gérés séparément, où il y a un soigneur responsable qui supervise la gestion. Et dans les enclos, le nombre de bonobos est bien identifié. Normalement, nous avons quantifié la quantité de consommation. C'est des 7 kilos qu'on donne par bonobo adulte. Et les plus jeunes, ils ont la moitié. Et on a toujours un arrondissement qu'on donne. Ça veut dire que Papa Stani, qui est le soigneur, va s'arranger en nourrissant, à servir à presque tous les individus. Mais a priori, nous ciblons d'abord les dominants. Okay. Servir les dominants et puis après revenir aux autres pour leur donner une facilité de pouvoir déguster ou de manger calmement et aussi minimiser la compétition alimentaire. Comment ils savent que c'est l'heure du repas? Les bonobos, ils sont intelligents. Okay. Par habituation, déjà, ils ont bien maîtrisé a priori les heures et les zones de nourrissage. Okay. Même quand on finit par exemple une approche de nourrissage, après ils vont explorer dans la nature. Okay. Mais ils ont toujours une vigilance dans les alentours. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement de Papa Stani proche de l'enclos, ils voient déjà soit on a le signal d'un sujet qui vient et prévient les autres, ou soit on les voit déjà spontanément rapprocher autour. Mais il faut comprendre que les bonobos, ils sont guidés par le soleil. Okay. C'est ça leur horloge biologique. Okay. Ils savent, quand le soleil est au pic par exemple, c'est midi, c'est le repos. Ils vont se reposer. Ils savent estimer un peu les intervalles de timing de nourrissage. Ils ne vont pas très loin. Et à la fin de la journée, c'est étonnant de voir qu'après le bac de 15 h, les bonobos partent explorer parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus rien à voir. Ils vont clôturer leur journée à déjà grignoter pour compléter un peu la soirée et après revenir dormir à 18 h. Alors, comment l'ABC, donc comment l'organisation s'arrange pour les nourrir? Est-ce que c'est à partir des choses que vous achetez ou bien c'est des légumes et des fruits qui sont cultivés sur le site? Normalement, nous faisons les deux, mais a priori, les ravitaillements bonobos, c'est fait grâce aux maraîchers qui viennent vendre à manger aux bonobos. Nous avons une étroite collaboration avec les communautés, okay, parce que nous faisons de la conservation pour le développement. Quand bien même nous avons de l'espace pour planter, nous faisons profiter la communauté de pouvoir aussi bénéficier de cette ressource en termes de développement. D'où l'impact des maraîchers à venir vendre aux bonobos les légumes et les fruits. Mais nous avons aussi une production à nous locale pour en fait produire de fruits difficiles à trouver sur le marché ou très chers sur le marché. Tels que les concombres, tels que les tomates, des fois qu'on trouve à certaines saisons. Mais nous, on a un système de production assez répété pour ne pas être en carence. Ça, c'est une alerte. C'est une alerte, c'est un son d'alerte. On dirait qu'il y a un policier qui a repéré quelque chose. Ça peut être un oiseau, un bruit bizarre. Ça, c'est un blâme. On l'a grondé. Les deux mères vont négocier. Les bonobos, ils font l'amour et non la guerre. C'est ça leur devise de vie. Donc là, il y a eu une petite correction d'une mère envers les plus petits. Vous savez, c'est pendant le nourrissage, je crois que les petits voulaient un peu abuser à la table et on l'a corrigé. Mais
pour un peu se calmer, s'apaiser, les bonobos, vous avez vu un contact rapproché. Ça, c'est la grande sœur du petit bonobo ici, qui est venue apaiser la femelle dominante qui était en colère pour dire pardonne-le. Les bonobos, ils ont un langage sexuel pour résoudre toutes sortes de conflits. Leur devise sociale, c'est faisons l'amour et non la guerre. Et c'est une espèce qui devrait nous enseigner à pouvoir se pardonner, à pouvoir vivre en paix. Parce que c'est grâce à ça qu'ils arrivent justement à atténuer des tensions. Ils ont une hiérarchie normalement dédiée aux femelles. Ce sont les femelles qui gèrent la société des bonobos. Et ce gouvernement, en fait, est renforcé par l'alliance des femelles, qui va renforcer la femelle dominante. Alors, c'est un habitat plus ou moins naturel. Oui. Vous n'avez pas peur de la compétition? Et quand je parle de compétition, est-ce que vous n'avez jamais remarqué une certaine prédation ou encore une espèce qui dérange la présence des bonobos? Parce qu'en voyant les barrières qui sont là n'empêchent pas la présence des serpents, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui se sont introduits et qui ont empêché un peu cette paix-là de vie en communauté bonobo, on va dire? Vous savez, les bonobos sont des animaux sauvages. Quand bien même nous gérons a priori des orphelins qui, à maturité, arrivent à se reproduire et à s'organiser. Par instinct, ils savent qu'ils sont sauvages. D'où leur biotope doit renfermer une certaine biodiversité. Exactement. Et dans cette biodiversité que nous avons à Lola, les bonobos vivent en harmonie avec les oiseaux. Ils vivent en harmonie avec des varans. Il y a des petits mammifères comme des genettes, des petits antilopes. Il y a une gamme assez variée, en tout cas phonique. Mais il faudrait comprendre qu'ils ont aussi des prédateurs. Et ici, à Lola, étant donné que c'est une forêt aménagée, le grand problème qu'ils connaissent, c'est des serpents. Exactement. Les bonobos, pour se défendre, ils tuent les serpents. Et c'est des animaux intelligents qui ont compris que ce qui est dangereux, c'est les serpents, c'est la bouche, donc ils écrasent la tête. Regardez la négociation. Ça, c'est pour dire bon appétit. Entre mâles et femelles, c'est une action qui se déroule en pêle-mêle. Les bonobos font l'amour en pêle-mêle. Ils vont faire entre mâles, entre femelles, entre jeunes et grands, parce que c'est comme une troisième main. Pour dire, on connaît frère, pour renforcer la fraternité. Mais aussi pour le plaisir. Un peu comme l'humain, pour le plaisir. Vraiment comme l'humain. Et les bonobos, il est disponible à faire du face-à-face dans son approche sexuelle. Ce qui n'est propre qu'à l'homme. Quand même. Oui. Alors je vous dis que dans cette ressemblance de 98,7%, il y a cet aspect-là. Regardez notre négociation. Ça, c'est entre une mère adulte avec un jeune. Et ça, c'est un contact sexuel. Voilà. Et il va manger calmement. Ça, c'est le plaisir de partager en société. C'est quand même incroyable, on va dire. Et quand ceux qui sont ici, quand est-ce qu'ils quittent pour aller être réinsérés dans la vie sauvage, on va dire? Normalement, le programme de réinsertion n'a pas un calendrier bien fixe. Tout dépend des besoins ou vraiment de la pression qui se fait sentir au sanctuaire. Ça veut dire que nous gérons normalement des groupes qui s'organisent comme en famille. Et dans ces groupes, vous savez, il y a des relations sociaux entre eux. Nous avons à gérer des catégories de communautés. Nous avons des orphelins sans mère qui doivent se faire adopter dans des groupes après justement avoir fini avec la nurserie, l'étape où ils ont une réhabilitation psychologique avec l'impact humain. Et nous avons des naissances. Regardez, il y a des bébés. Regardez la maman Bandundula qui a son bébé. Et il y a aussi maman Moseka. Ils ont des noms. Hein? Et les bonobos, ils sont baptisés avec des noms des villes, des provinces, des rivières du Congo. Regardez là-bas, au fond, il y a une autre mère qui est en train de manger là-bas. Mais là, vous avez directement maman Bandundu. Alors, vous savez que ces jeunes bonobos vont être privilégiés parce que la protection maternelle, c'est ce qui garantit l'épanouissement du bonobo. Et la protection maternelle, elle est vitale. Ça veut dire que quand nous commençons à sentir une certaine pression de compétition, de surpeuplement, nous faisons un désengorgement en respectant l'unité du groupe et les liens sociaux. Et c'est comme ça qu'on va déplacer que dans un enclos, un groupe. Nous avons commencé cette opération depuis 2009, où nous avons ramené le premier groupe à la liberté. Nous sommes à 7 km de Bassankoussou, à Ekolo et à Bonobo. Et ce premier groupe a été renforcé en 2022
avec un deuxième groupe venant de l'eau là ici. Vous voyez l'écart de temps que ça fait? Il faut chaque fois permettre, laisser le temps au groupe de s'organiser. Parce que l'organisation, elle est spontanée. Ce n'est pas nous qui intervenons dans leur gestion. Dans leur leadership, c'est pas nous. On le laisse et on le laisse se gérer le plus sauvage possible. L'intervention humaine, c'est que là où il y a des limites nutritionnelles, sanitaires, et c'est tout. Nous essayons de leur donner un confort, un bien-être en place pour garantir les bonnes conditions faciles à un retour à la vie sauvage. C'est ça notre rôle. Donc ça veut dire que normalement, dans un futur proche, nous sommes en cours de sélection d'un prochain groupe qui devrait normalement passer dans l'île de quarantaine l'année prochaine. Alors, et si on parlait de la reproduction des bonobos, quel est le mode, le cycle de reproduction qu'ont les bonobos? Les bonobos, ils ont un cycle de reproduction assez particulier. Et déjà, par rapport à la physiologie, les femelles bonobos, elles sont comme nous les femmes humaines. Elles ont un cycle ovarien comme l'homme, 28 à 35 jours. Et vous avez des menstrues tout le mois, l'écoulement c'est pareil, 4 à 5 jours. Et vous avez vraiment des fréquences assez remarquables de un peu faiblesse pendant leur moment de règles. Vous avez des dysménorrhées. Le réflexe c'est pareil. La gestation, c'est comme nous, 8 à 9 mois. Carrément. Carrément. Mais alors, le taux de reproduction est faible. Parce que tant que la mère allaite son petit, elle ne peut pas avoir de l'ovulation. Il n'y a pas un retour de couple, elle ne peut pas concevoir. Ce qui fait que, quoi qu'ils sont très sexuels, les bonobos, normalement, le font sous deux formes. Il y a des frottements sexuels, comme je vous ai montré, des simulations sexuelles, où il y a les frottements d'organes, qui forcément n'aboutissent pas à l'éjaculation, ou à la fécondation. Et il y en a qui le font déjà à l'état immature aussi, parce que c'est comme un bonjour, c'est comme un merci, c'est comme un pardon. Voilà. Et il y en a à maturité qui les font, mais il faut être dans les calendriers. Et il faut être disponible. Donc, alors pendant 4 ans et demi, la maman bonobo va allaiter son petit. Et le garder, le porter avec lui. Et le surveiller de près. C'est seulement à 5 ans après le sevrage qu'elle peut avoir un retour de couche et de nouveau reprendre un cycle de reproduction. Alors là, c'est ça aussi l'une des raisons qui fait que la population sauvage dégrade de plus en plus. Il n'y a pas une compensation entre le trafic que connaissent, la pression du trafic et la reproduction. Alors là, nous sommes un indicateur fiable pour comprendre les menaces de la nature. Parce que nous recueillons justement ces orphelins grâce à de l'information qui nous provient des personnes sensibilisées, comme vous. Comme les écoliers, comme d'autres organisations aussi de conservation qui travaillent sur la protection de la biodiversité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères de l'Environnement pour saisir ces bonobos qui sont en danger de disparition et au nom de la loi. La prise en charge, normalement, commence par cette étape où le service vétérinaire est en permanence pour un check santé, pour un suivi sanitaire. Les bonobos nous arrivent dans un état dramatique où le traumatisme vraiment les expose à une grande peur et sans affection maternelle, ils se laisseraient mourir. Madame Suzy, comment ils vous parviennent en fait? Il y a des gens là-bas. L'information nous remonte de personnes sensibilisées, mais aussi de notre collaboration avec les autres ONG qui traitent sur la biodiversité ou la conservation de la nature. Quand un bonobo est identifié dans un marché ou chez un particulier,
nous avons des contacts sur Internet, nous avons des contacts au niveau de la ville ici. Souvent, on nous appelle. Et on nous envoie souvent des photos. Regardez, à tel bonobo qu'on a remarqué. Quand on identifie que c'est ça, nous commençons maintenant les démarches en impliquant d'abord les autorités là-bas du ministère pour la saisie. Et après, nous, à la fin, on vient maintenant faire le transfert. D'accord. Et il y a une dame qui lui donne à manger. Ça, c'est la maman des remplacements, voilà, auprès de qui le bonobo reçoit de l'affection maternelle pour survivre. Comment vous faites pour avoir ces mamans? Vous donnez une formation? Vous faites comment pour qu'ils arrivent à ce niveau de le nourrir, de lui donner à manger? Enfin, le recrutement, les critères même. Les critères de recrutement d'abord commencent par, il faut être d'abord très maternel et avoir beaucoup d'amour. Il faut avoir de la compassion. Il faut arriver à comprendre que c'est un travail de sacrifice, un travail pour donner un espoir de vie. Et comme ce sont des femmes normalement qui sont destinées à être mères, automatiquement il y a cette simulation. Les bonobos en fait ont besoin de cet amour maternel parce qu'ils ont perdu leur maman. Et elles connaissent que le rôle c'est de faire des mamans des remplacements. Automatiquement il y a cette adoption-là. Et ces bonobos se transforment en leur propre enfant. Ils vont s'attacher à eux parce que les bonobos manifestent cette envie-là. Ils te collent, ils s'accrochent. Et quand tu as conscience de la tristesse qu'ils ont, de l'état dans lequel ils arrivent, il faut avoir vraiment le cœur, je ne sais pas comment, pour résister. Souvent, on se confie à eux, on se dit, il faut notre présence pour les aider. Il faut transmettre une vie. C'est comme naturellement quand tu portes une grossesse et puis après tu dois assumer ta maternité. Et nous maintenant, on le fait à travers une adoption. Les bonobos, ils sont proches de nous. Ils manifestent ça. Quand tu croises leur regard de tristesse, manifeste un peu ce regard de déprime pour te dire « Sauve-moi, aide-moi ». Parce que c'est traumatisme d'avoir assisté à la mort de leur mère. Casse un cycle de vie. Donc après cette étape, quand il y a une assurance par rapport à l'environnement, par rapport à la santé, par rapport à l'immunité, ils vont aller rejoindre les amis dans le groupe. À peu près. La quarantaine va au minimum 1 mois ou plus. 1 mois ou plus. Oui. Okay. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent en plus avec des handicaps physiques. Des fractures, des blessures, des brûlures. Voilà. Et il faut des fois des kinés après pour leur redonner un peu la mobilité et la flexibilité. Et là, c'est des bébés qui sont encore dépendants du lait maternel. 1 an, 6 mois, il est arrivé à 4 mois, celui-là. 1 an et demi et 3 ans. Alors qu'ils doivent téter leur mère jusqu'à 4 ans et demi, 5 ans. Vous voyez ce que ça fait? Comment vous avez su qu'ils avaient 1 an et demi à l'arrivée ou 4 mois? Il y a des méthodes pour estimer leur âge? Nous avons une équipe soignante, avec des vétérinaires, avec des experts, qui grâce à la dentition, grâce à l'expérience qu'on a de gérer les naissances et de gérer des bonobos traumatisés, arrivons à faire une estimation de l'âge. Et la dentition, c'est déjà un repère rassurant. Et là, je vous présente la salle des jeux destinée à pouvoir gérer le petit pendant le moment de pluie. L'idéal à Lola, c'est de gérer les bonobos en connexion avec la nature, d'où ils sont dans des conditions de semi-liberté. Parce que la forêt n'est pas très couverte, et qu'ils ont un impact de relation avec les mamans humaines qui les gèrent et qu'ils ont besoin d'être abrités et aussi de bénéficier de la chaleur, c'est pour nous une bonne prudence de pouvoir leur dédier cette salle des jeux où vous voyez tous ces enrichissements, vous voyez tous ces dessins là-bas, pour déjà toujours les garder dans un concept sauvage. Donc là, ils ne l'occupent que pendant les moments de pluie. Les restes du temps, ils sont à l'école. L'école, c'est dans la forêt là-bas. Voilà. Là, vous avez les tunnels qui permettent normalement de gérer tous les trafics bonobos, de la forêt à l'abri de nuit. Les conditions de semi-captivité font que pour des raisons humaines, les bonobos passent toute leur journée dans la nature et ils reviennent dormir dans des abris de nuit. D'autant plus que c'est des animaux qui ont un cycle de vie diurne et que la nuit, il n'y a pas d'activité que dormir. Donc, les matins, quand ils se réveillent, puisque le soleil, c'est leur horloge biologique, ils partent, ils commencent leur journée dans la nature. Et là, c'est quand la journée est terminée, quand il n'y a pas d'activité, c'est dormir. Est-ce que vous avez le temps de leur apprendre tout ça? Du fait qu'ils arrivent, c'est un milieu nouveau, ce n'est pas leur milieu naturel, ils doivent s'adapter à ces tunnels. Lorsque vous les libérez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le suivi? Ils ont des mamans
Ils ont de mamans, ils sont assistés. Ces bonobos sont assistés en permanence et de près avec ces mamans des remplacements qui les transportent, comme vous avez vu en quarantaine, comme vous avez vu Maman Bandundu là-bas, qui sont avec eux sur le corps pour justement les entraîner à cet épanouissement-là et les habituer à ces conditions. Madame, jusqu'à quel âge ils deviennent un peu indépendants? Parce que là, on a l'impression qu'ils sont... 5-6 ans, 5-6. Mais tout dépend aussi de l'étape psychologique. Chaque bonobo ne connaît pas les mêmes traumatismes. L'âge, ce n'est pas le facteur déterminant pour quitter la nurserie. C'est plutôt l'épanouissement. Il y en a d'autres qui prennent plus de temps d'évacuer leur stress par rapport au traumatisme qu'ils ont connu. Il y en a qui partent de la nurserie même à 8 ans. Tant qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils sont encore très peur, qu'ils ne sont pas rassurés de se détacher de maman, on ne force pas. Il y en a d'autres qui sont détachés à l'âge plus jeune. L'épanouissement peut survenir à 4 ans. Vous les sentez avec un esprit plus ouvert. Parce que justement, le traumatisme, c'est vite évaporé. Donc, en tout cas, tout dépend de l'évaluation psychologique. Et ça part de l'histoire de chacun. Parce que ce qui se passe réellement dans la nature, on n'a pas l'intégralité. Alors nous sommes à la nurserie, bienvenue à la nurserie où nous avons la prise en charge maternelle des orphelins qui sont traumatisés à cause du braconnage. Ils ont perdu leurs parents, essentiellement leur mère, auprès de qui ils devaient normalement vivre jusqu'à 5-6 ans, allaiter leur mère pendant 4 ans. Et les mamans de remplacement, en fait, compensent cette affection qui devrait normalement contribuer à leur épanouissement. Sans amour maternel, un bébé bonobo se laisse mourir. Et ils assistent à la mort de leur mère, parce que les mères sont tuées en leur présence. Les bonobos sont des animaux sociaux, qui vivent toujours en structure de groupe, comme je pouvais dire. Et la mère, c'est la sécurité vitale de l'enfant. D'autant plus que la protection maternelle, elle est à vie. Donc, être orphelin chez un bonobo, ça brise un cycle de vie. Mais grâce à l'attachement maternel et ces transferts que ces bonobos ont de confiance envers les mamans, ça leur donne un nouvel élan. Ils sont épanouis, ils oublient ce traumatisme et redeviennent un peu plus souples et plus aptes à intégrer socialement le groupe. Et cela se manifeste par l'impact des jeux. Le jeu reste un indicateur primordial pour normalement montrer qu'ils sont épanouis. Un bonobo qui n'est pas rassuré ne va pas être dynamique en mouvement. Vous avez vu en quarantaine comment c'est timide. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils sont seuls, c'est parce qu'ils prennent encore le temps d'étudier le nouveau milieu. Mais ceci, à ces stades, certains ont déjà quand même un élan plus avancé en réhabilitation et d'autres qui sont encore collants sur le corps sont en plein processus de réhabilitation. Et quand ils deviennent épanouis, on les voit progressivement se détacher de leur mère, avoir une certaine indépendance, ce qui montre qu'ils sont prêts maintenant à pouvoir intégrer la société et se faire adopter dans des enclos par des mamans bonobos. Mais ici, c'est à cause de la réhabilitation que les mamans humaines passent du temps avec eux. Ce n'est pas de la domestication, c'est tout un travail affectif qu'elles font en étant présentes, en les transportant, en les nourrissant, en les assistant, qui va maintenant leur donner espoir de vivre et qui va remettre la joie de vivre. D'accord. Et vous estimez leur quantité de nourriture? Parce que je vois là, il y a un bassin. Oui, il y a un bassin, oui. De bananes, oui. Leur donner, et c'est souvent à quelle fréquence? Comment on le nourrit? 3 fois par jour, 2 fois? Quelle quantité, par exemple? La nurserie, c'est notre pépinière. Vous savez, c'est comme les enfants. Ils ont besoin d'avoir plus de sources protéiques, d'autant plus qu'ils en ont perdu avec le stress.
Donc ça veut dire que dans cette alimentation que vous voyez, il y a d'abord un complément de lait. Il y a une substitution de lait qu'on donne. Ils ont 2 biberons par jour. Et ça, c'est une façon quand même de maintenir un peu cet équilibre parce que dans la nature, ils sont censés encore être sous fréquence d'allaitement. Et nous complétons alors cette alimentation avec des fruits, des légumes. L'estimation de quantité pour les fruits, normalement, on revient à 1 kg de fruits par individu par jour et 0,75 de légumes. Vous voyez? Dans ces stades, la dégustation en légumes elle est encore progressive. Mais il y a un complément aussi en concombre, tomates. Nous essayons vraiment de leur donner tout un mélange rassurant pour forger leur immunité et la mettre en bonne santé. Donc d'une façon globale, ils sont autour de 3,5 kg, 4 kg par jour qu'ils doivent manger. Est-ce qu'il peut arriver ici qu'il y ait un déséquilibre qui les traumatise aussi? Je ne sais pas, lié à la nature ou lorsqu'ils arrivent, ils trouvent d'autres bonobos. Est-ce que ce sont des facteurs aussi qui peuvent les amener à se frustrer? Parce que là, ils sont avec des amis et tout. Vous savez, les bonobos, comme je vous ai dit, ils sont très sociaux. Et le sexe résout facilement les intégrations. Les plus faibles se font tolérer par le plus fort. Les bonobos, ils ont cette capacité empathique. Ils ont de l'empathie, comme l'humain. Dans cette approche qu'on a avec eux, ils sont empathiques. Ils peuvent ressentir la douleur de l'autre et assister. C'est dans ces cadres-là, quand on sent qu'il y a un stimuli, il y a toujours l'autre qui apporte une approche sexuelle pour rassurer. Et à cet âge très jeune, ils ne rentrent pas encore en compétition. Donc on essaye quand même de les soumettre à un processus lent de transition où ils sont d'abord connectés avec des jeunes. Après, on introduit une femelle dominante. Mais ceux qui font la transition, ce sont les enfants des dominants. Ce sont eux qui facilitent l'adoption parce qu'automatiquement, l'ami de mon enfant, c'est mon enfant. Est-ce que vous avez aussi des plaintes de mamans des substitutions le soir? Des plaintes, pas tellement. On peut appeler ça comme des rapports parce que ça gère des enfants. Nous avons besoin d'avoir leur évolution psychologique, comportement et santé. Les plaintes peuvent venir du fait que quand on ressent, par exemple, il y a des petits soucis sanitaires auprès des enfants, où on sent qu'il y a un bonobo faible, il y a un bonobo qui n'a pas d'appétit, il y a un bonobo qui provoque plus les autres. On a des moments où il y a des caprices. Nous essayons justement de partager ça avec les mamans pour voir comment on peut contourner ces difficultés. Des fois, c'est passager et naturel. Mais les mamans comprennent, ils tolèrent. Mais comme ça fait partie de l'évolution et de la croissance du petit, nous prenons ça simplement comme des rapports. C'est comme votre enfant à la maison. Il y a un moment où il devient turbulent, il y a des moments où il est un peu faible, et les mères endossent tout ça, comme leurs enfants. Je m'appelle Raphaël Belay, je suis vétérinaire pour l'ABC en charge de toutes les opérations animalières, aussi bien bonobos que animaux domestiques. Alors la première question c'est comment est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça a commencé l'aventure ABC et surtout l'aventure avec les bonobos? L'aventure avec les bonobos a commencé avec notre présidente fondatrice, Madame Claudine André, avec le premier bonobo qu'elle a recueilli. À l'époque, elle était volontaire au niveau du zoo de Kinshasa après les périodes de pillage de 91. Elle a été apportée un peu main forte là-bas et s'occuper des animaux en général. Après 1 à 2 années de travail là-bas avec les partenaires de l'ICCN et les gens du zoo, il y a un bonobo orphelin qui est arrivé au zoo et le directeur du zoo a dit à Madame Claudine, en tout cas cet animal-là, il ne faut pas mettre le cœur dedans, ils sont trop fragiles, ils meurent tous en captivité, il va seulement mourir, il faut accepter. Et Madame Claudine, qui était une dame de défi, a dit non, moi je vais trouver pourquoi ces animaux-là ne survivent pas. Et c'est à travers Mikeno, ce premier bonobo qu'elle a recueilli en 93, qu'elle a trouvé le mécanisme de la maman de substitution. Ce petit bonobo, en fait, au zoo à l'époque, il n'y en avait aucun qui avait de transfert affectif, de transfert d'amour maternel. Et donc, en fait, les bonobos se laissent mourir dans les âges les plus jeunes s'ils n'ont pas cet amour qu'il leur est apporté.
Donc le projet a commencé avec le premier bonobo en 93 et puis le temps de comprendre un peu l'impact, l'ABC a été créé en 1994 de façon officielle. Si vous pouvez mesurer votre impact sur le terrain, notamment dans la protection de ces animaux-là qui sont, je précise, des animaux protégés à la fois par la loi congolaise que par les différentes lois internationales. Quel est votre impact sur le terrain depuis que vous êtes là? À niveau local, un des premiers objectifs de la fondatrice, la première chose était évidemment la réhabilitation de ces petits bonobos. Mais ensuite, comme Suzy vous l'a expliqué, on pense que la conservation commence par l'éducation. Et donc la sensibilisation de tous les acteurs, aussi bien gouvernementaux que nos simples concitoyens congolais, à travers les écoles. Donc cette éducation a été faite depuis le tout début du projet. Pour d'abord faire connaître le bonobo, qui est un des grands singes qui a été découvert le plus tard, donc qui est très méconnu à niveau international. Donc essayer de ramener ça à la connaissance de tout le monde et d'en faire une fierté nationale. On a eu en fait de plus en plus, à travers le bouche à oreille, cette sensibilisation est arrivée de plus en plus loin et donc les bonobos sont arrivés de plus en plus nombreux. Les gens ont commencé à signaler. Dans mon quartier, il y a quelqu'un qui a un bonobo chez lui. Dans mon quartier, j'ai vu au marché à côté, on vend. Ou tout simplement des gens de passage aussi, des visiteurs qui viennent sur le site, qui repartaient à l'aéroport et en attendant, on va prendre un verre au bar à côté, il y a un bonobo. Et donc tous ces gens qui visitaient le projet, qui ont compris l'importance de protéger le bonobo, nous recontactaient après en disant en tout cas, je crois avoir vu un bonobo. Un peu comme un système d'alerte. Exactement. Et ce réseau-là fonctionne aussi bien sur Kinshasa et on a essayé à travers des missions de sensibilisation d'aller aussi là où les bonobos se trouvent, dans les différentes provinces à l'intérieur du pays pour sensibiliser tous les différents acteurs. Quels sont les défis face auxquels vous êtes ou vous avez été dans ce parcours depuis 1994 Oui. Les défis se sont enchaînés et il y en a et toujours de plus en plus. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi pour le projet. Mais donc l'ABC, on est les pionniers dans la sauvegarde du bonobo, dans la réhabilitation du bonobo. Donc les premiers défis a été d'abord, quand on reçoit ces bonobos, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'un bonobo? Comment il vit socialement? Comment on peut les réhabiliter? C'est quoi la solution? Et puis assez vite, donc le projet avait commencé, comme je vous ai expliqué, au zoo, mais après 5 bonobos, les capacités du zoo étaient restreintes, il faut évoluer. Et alors on a eu la chance de fil en aiguille, Mme Claudine André a toujours dit, elle a une bonne étoile qui l'a surveillée et qui à chaque croisée de chemin lui a toujours indiqué la bonne direction. On s'est retrouvé ici à Lolaya Bonobo où on a un peu plus de 50 hectares à disposition pour la réhabilitation. Donc on est en bordure de Kinshasa. Ce qui était le cadre idéal. On peut faire la sensibilisation des principaux consommateurs, mais préserver et leur donner un grand environnement. Donc la création du sanctuaire a été un défi. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ces bonobos grandissent, ils deviennent des vraies communautés adultes. Nous, l'espace n'est pas agrandissable parce qu'on est en bordure de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est l'échéance du sanctuaire? Donc la réintroduction était un autre défi. Et dans ce défi-là, il y a eu le choix de l'endroit, là où on réintroduit les bonobos. On ne peut pas les réintroduire n'importe où. On ne peut pas aller non plus remplir les gardes-manger à l'intérieur en les mettant. On ne peut pas juste les libérer et rentrer en disant c'est bon, on a fini notre travail. Donc il y a c'est un travail qui a été fait pendant 3 ans consécutifs. Mme Claudine André a sillonné tout le Congo, toute la forêt du bassin du Congo pour essayer de trouver l'endroit idéal et à la croisée de toutes ces données, c'est Bassin Koussou qui est ressorti et la forêt communautaire de Ekolo et Bonobo. Donc la réintroduction a été un défi, la première réintroduction mondiale de bonobo en milieu naturel. Il y a quelques années, on a eu le nouveau défi de la création d'une aire protégée. On est la première aire protégée d'intérêt provincial qui a été créée en RDC. Dans quelle province? Dans la province de l'Équateur. Alors, quel est votre taux de réussite en termes de quand ils vous arrivent, est-ce qu'ils survivent tous? Sinon, quel est le taux de réussite? Le taux de survie est assez bon. Malheureusement, les bonobos qui nous arrivent en quarantaine dans des états de désespoir trop avancés, ceux-là ne survivent pas passé à 1 mois. Ils ne survivent pas à la quarantaine et
Heureusement, notre travail est donc juste de les accompagner dans l'agonie, si je peux le dire comme ça. C'est pas notre but, mais bon, malheureusement, on essaye de se consoler en disant qu'on lui a donné la fin la plus digne possible et pas abandonné dans une petite salle. Mais on a malheureusement quelques décès qui surviennent chaque année. Les bonobos restent très sensibles aux maladies respiratoires, donc un simple rhume peut enchaîner sur une pneumonie et de façon létale. Donc on essaye de jouer en amont des maladies, on essaye d'activer la prophylaxie et donc quand on entend les épidémies de grippe à Kinshasa, on essaye de limiter en tout cas le trafic des moments de substitution ou de limiter le plus possible la proximité, de faire des moyens un peu ancestraux pour booster notre immunité, de faire des petits Bienvenue thés. en Afrique. Exactement, on utilise tout ce qu'on peut et la plupart ça marche. Ouais. donc on essaye de faire ce qu'on peut pour anticiper. Mais par année, on peut avoir 2 à 3 décès. On a des années où on n'en a aucun. Mais en tant que vétérinaire, Ouais. quelles sont les maladies récurrentes? Alors les maladies respiratoires restent un grand point faible. Les maladies digestives, tout ce qui peut être diarrhée, aussi bien bactérienne, virale ou parasitaire. Pareil, on essaye d'avoir des protocoles assez forts au niveau sanitaire pour éviter la transmission. Mais la dernière, elle est vraiment à titre personnel. Pourquoi vous avez commencé et pourquoi vous êtes resté? À titre À personnel. titre personnel, j'ai commencé avec les bonobos par curiosité. Ok. Et j'ai continué par passion et par conviction que l'ABC œuvre pour un grand projet qui est réaliste et faisable. Et donc il y a un peu de fierté de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Ah, vous avez raison d'être fier en tout cas. Alors, si vous avez un message à lancer à la population congolaise d'abord et ensuite aux autorités congolaises par rapport à la conservation de bonobos, c'est votre moment, c'est maintenant. Alors, nous sommes un peu dans ce combat de conservation, tout en voulant inviter et encourager, a priori, la population congolaise, nos compatriotes. Cette espèce est 100% congolaise et sa protection nous concerne essentiellement. Protéger le bonobo serait aussi une opportunité de pouvoir préserver son habitat ou son biotope, qui est la forêt équatoriale, qui serait le seul poumon et la seule ressource mondiale d'oxygène. Voilà. Donc nous travaillons toujours avec un slogan pour dire « Bansopona bonobo », ça veut dire que nous invitons vraiment le large public à se joindre à cette bataille, parce que seuls nous sommes limités. Nous avons besoin d'une force. Et cette force, c'est vous et nous. Cette force, c'est nos autorités, auprès de qui nous remercions vivement leur confiance, parce que ce sont eux qui nous confient justement cette prise en charge d'orphelins bonobo. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est plus travailler dans le renforcement de la loi, afin que les menaces pèsent moins en moins sur la dynamique de population sauvage dans la nature.
Si vous nous avez suivis depuis le début, vous avez remarqué l'importance de la biodiversité en général et des bonobos en particulier. Pour rappel, les bonobos sont une espèce protégée en RDC et protégée au niveau international. Le message que nous pouvons lancer, c'est un message de la conservation de la biodiversité parce qu'elle permet de protéger aussi nos forêts qui sont aussi une biodiversité, mais aussi de nous garantir une vie beaucoup plus saine en améliorant nos rapports homme-nature. Madame, monsieur, nous voici à la fin de ce petit documentaire dans le parc des bonobos, Lola Bonobo, le paradis de bonobos en plein Kinshasa. Et j'espère que nous avons pu sensibiliser plus d'une personne à la conservation de ces animaux qui sont protégés. Alors, dans votre entourage, si vous remarquez un bonobo, n'hésitez pas à signaler pour que ceci soit pris en charge correctement, conformément à la loi congolaise et aux intentions internationales. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt. Merci à toute l'équipe des Tech Médias et l'équipe des Tech Environnement. Merci à nos hôtes, ceux qui nous ont fait découvrir le lieu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Écolo.